Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, bonjour car on est le matin finalement et je suis dépité, dégoûté, je vais pas dire déçu parce que je suis fier, je suis tellement heureux d'avoir pu vivre, de pouvoir pu voir ce qu'on a vu aujourd'hui, mais je suis dégoûté, vraiment, c'est le mot. En fait, je suis mitigé parce que vraiment c'était exceptionnel, sensationnel de la part de Pedro Acosta. Oui, c'est pas objectif, mais c'est une réaction à chaud parce que j'ai mis vraiment 1 heure pour me dire ok, là faut que je fasse la réaction, je passe un sale quart d'heure, je passe un mauvais début de journée, alors que pourtant je me suis levé tôt pour regarder la qualif, la FP2. Je me suis dit oh mais qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce que je suis en train de vivre. Pedro Acosta, troisième plus jeune pilote de l'histoire de la MotoGP à faire une pole position derrière Fabio Quartararo et Marc Marquez. Il entre dans le livre des records une nouvelle fois. Énorme Pedro Acosta, un tour fascinant, exceptionnel, un style de pilotage, un pilotage, mais c'est vraiment, il n'y a pas un pilote comme lui actuellement. Il y a Bastianini qui a son propre style qui est assez impressionnant. Il y a Martin qui a son propre style qui est très impressionnant. Marquez, dans son style aussi, est très impressionnant. Mais Acosta, dans sa manière de se mouvoir, de bouger, de se positionner sur la moto, je n'ai jamais rien vu de tel, je n'ai jamais rien vu d'aussi acrobatique, rapide, efficace. Franchement, on le sait, Pedro Acosta en qualification, c'est pas son point fort. Depuis la Moto 3, la Moto 2, on voit rarement des pole positions de Pedro Acosta et c'est pour ça que d'ailleurs il est exceptionnel, c'est qu'à chaque fois, même si en pole, même si pendant les essais, enfin en qualif, pendant les essais, ça se passe pas super bien, en course, il est capable de faire des miracles, de remonter quand il le faut, de défendre ses positions quand il le faut. Aujourd'hui, c'était le cas. Cette saison, qui se permet de faire les freins comme ça à Francesco Bagnaia? Qui peut faire ça, franchement, cette saison? Les pilotes qui peuvent faire ça se comptent sur les doigts de la main et c'est pas compliqué. Même si vous donnez à tous les pilotes sur la grille une GP24, ça se comptera toujours sur les doigts de la main les pilotes qui peuvent actuellement faire les freins de cette manière à Francesco Bagnaia. Donc bon, on va reparler de tout ça, reprenons un peu d'objectivité, reprenons notre calme, parlons comme d'habitude un peu de la course sprint, de la qualif bien sûr, et aussi on va faire des petits pronostics à la fin parce que ça peut être intéressant au vu des conditions au Japon actuellement. C'est parti. Practice, Q1, pas grand chose finalement. On a vu des belles images en Q1 de la part de Jack Miller, on a vu des beaux slow motion avec les petits vortex d'air et grâce à l'humidité, on a bien voir le travail des ailerons avant sur la KTM. C'était bien sympa la Q1, on a bien vu des belles images et tout. On souligne un beau passage de Morbidelli nécessaire, voilà, on s'y attendait, il fallait faire un travail, ça a été fait. Donc Franco Morbidelli, encore une fois, petite erreur en practice, mais qui se rattrape très bien, et même pendant la qualification numéro 2, qui va bien se rattraper. Très bon Fabio Quartararo, qui fut le meilleur des autres dans cette Q1, et qui sera derrière les Ducati en forcément Q2. Compliqué pour Quartararo, on le sait, le moteur n'aide pas, la difficulté de trouver du grip à l'arrière, en plus avec ces conditions un peu particulières, là, il faut vraiment que la moto soit parfaite parce qu'on va extraire 100% du potentiel des motos. Et c'est pour ça on voit les Ducati d'ailleurs en course qui se débrouillent extrêmement bien parce que c'est la meilleure moto, il n'y a aucune faille. Les KTM se débrouillent très bien aussi parce que ce type de circuit avec des gros freinages et des grosses réaccélérations, un circuit en stop and go, eh bien, on va dire que c'est plus dans la philosophie de la KTM actuellement, avec une moto très stable sur les phases de freinage, mais aussi qui est capable d'avoir du moteur, du grip à la réaccélération. Donc, c'est idéal pour la KTM. On en reparlera dans le BRK de toute manière, parce qu'il y aura des choses à dire. Mais voilà. Donc, concernant la Q2, après, on a eu de belles choses, on a eu des beaux tours. La chute de Martin, par contre, Martin est en difficulté. Et ce, depuis vendredi matin, première minute sur le circuit. Difficulté de trouver du grip à l'arrière, difficulté d'avoir du feeling sur la moto, beaucoup de blocage de la roue avant, que ce soit en entrée de freinage ou alors sur la fin du freinage quand on commence à inscrire la moto dans le virage. Et on l'a vu encore une fois dans le V-Curve, je crois que ça s'appelle U-Curve ou V-Curve, normalement c'est V-Curve. Eh bien, Martin qui part à la faute, l'avant qui décroche directement, ça part assez vite quand même. Bon, donc voilà, Martin qui fait sa pire qualification, une 11e place depuis l'Autriche l'année dernière où il était parti 12e. Ça prouve quand même la régularité du pilote dans cet exercice, c'est assez exceptionnel.
Voilà pour les qualifs, j'ai pas d'autre chose à dire, mis à part la pole position de Pedro Acosta énorme. Marc Marquez qui se fait annuler son tour pour quelques centimètres dans le vert. Alors, les règles sont les règles. Effectivement, ça ne lui a pas fait gagner un avantage. Effectivement, le record du tour et la pole position étaient clairement mérités pour Marc Marquez. Mais bon, c'est vrai qu'il sort. Et si on accepte ça, et ben on accepte à chaque fois un petit truc supplémentaire et ça devient compliqué. Donc voilà, c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est pas très réaliste du coup. Au vu du chrono monstrueux qu'il avait fait, il avait tout pulvérisé sur son passage. Donc Marc Marquez, très très bon. Mais bon, du coup là, ça passe de très très bon à pas du tout bon parce qu'il partira quand même en 9e position demain. Mais aujourd'hui, on a vu que ça ne l'a pas empêché de faire un très bon résultat pendant la course. Penchons-nous maintenant sur cette course sprint. Alors pour le coup, c'est assez étrange parce qu'on n'a pas eu tant de bataille que ça, mais j'ai l'impression qu'il y avait de l'action. Alors cette action venait tout simplement du rookie qui faisait sensation, Pedro Acosta qui fait un départ assez moyen, Bastianini qui fait un départ exceptionnel, très bon départ de Bagnaia aussi, et du coup Acosta, il faut qu'il remonte. Alors très facile de doubler Bastianini qui fait sa petite erreur, qui a 2-3 tours compliqués, comme d'habitude pour se lancer dans un Grand Prix. À chaque fois, c'est compliqué pendant les 2-3 premiers tours, des petites erreurs, un manque de rythme général, et Pedro Acosta qui en profite. Après, on va chercher Francesco Bagnaia, parfaitement mené, le dépassement. C'est franchement, Pedro Acosta, il nous a montré une leçon de pilotage. Il était le favori au vu des practices, au vu de la FP2, au vu de la qualification. Il était super rapide. Alors le favori, peut-être pas, mais l'un des favoris pour jouer la victoire aujourd'hui et la victoire de demain. Dans tous les cas, Pedro Acosta nous a fait une magnifique course. Après, il va arriver dans le S-Curve. Donc après le 130R, on remonte et on a un gauche-droite qui s'appelle le S-Curve. Et là, petite erreur de l'avant, ça part direct, ça pardonne pas. On change la moto d'angle, on remet du poids sur l'avant, transfert de masse pour ensuite inscrire la moto dans ce pif-paf, dans ce gauche-droite et la moto qui part directement. Donc, je pense que c'est la faute du pilote parce que y a rien, personne d'autre n'est tombé là. Il avait un rythme effréné, ça allait vraiment très très vite pour Pedro Acosta. On le voyait, il était en train de créer le gap avec Bagnaia. Est-ce qu'il en a pas un petit peu trop fait? Je me le demande. J'ai pas encore les réponses. Les interviews et tout sont pas encore sortis au moment où je tourne la vidéo. Mais dites-moi du coup si vous avez la réponse dans les commentaires. Je serais ravi de l'apprendre. Mais j'ai l'impression à première vue que c'est une petite erreur de pilotage. Alors oui, peut-être qu'il y a eu un mini patch d'eau. Oui, peut-être que le pneu avant était un tout petit peu froid à ce moment-là parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de grosse pression sur le côté gauche du pneu avant le S-Curve et le V-Curve où Martin est tombé pendant la qualif. Donc voilà, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, Bagnaia qui va prendre la victoire, 3e victoire consécutive en course sprint pour Francesco Bagnaia qui se réveille dans ce domaine. La tendance est en train de s'inverser. Martin gagne les courses principales, Bagnaia gagne les courses sprint. C'est assez étrange, mais c'est ce qui se passe en cette fin de championnat. Donc voilà pour la course sprint parce qu'après on n'a pas eu grand chose. Zarco qui fait tomber Nakagami. Pour moi le long lap, je ne sais pas s'il est mérité, je ne pense pas. Il vient, ok, il est un petit peu derrière, il vient un peu caché, Nakagami il voit pas. Zarco vraiment il fait le forcing, mais Zarco voit pas forcément Nakagami non plus, en sachant qu'il y a sa moto qui le bloque et qu'il est concentré sur sa sortie de virage. Donc bon, après bon, ça jouait les dernières places, c'est pas très grave, on en parlera la semaine prochaine pour débriefer la course. Et puis je voulais te dire un dernier truc, Bastianini Marquez, ce genre de pilotage, ce genre de course que vous nous avez proposé aujourd'hui. Si imaginez juste que Marquez avait une GP24 et que les deux nous faisaient ça depuis le début de la saison, on aurait eu une bataille à 4 à la fin de ce championnat du monde. Ça aurait été exceptionnel, mais les deux ont galéré un petit peu à se motiver, attention, hein, les deux ont galéré un petit peu à se calibrer sur leur moto, c'est plus ça que je voulais dire, à trouver vraiment la vitesse et la régularité sur les différentes courses et les différentes sessions. Donc voilà, c'est dommage. Très bonne course de Bastianini. À la fin, j'y ai cru, mais il aurait fallu faire un peu moins d'erreurs dans les 2-3 derniers tours, parce qu'on a vu dans 2 tours avant, 3 tours avant la fin, il perd un peu de distance sur Bagnaia. Après, il se fait attaquer par Marquez à cause de ce manque de rythme sur le tour précédent. Et donc après, pour rattraper Bagnaia, c'est très compliqué. Mais encore une fois, quand je parlais de freinage, Acosta est capable de faire ce genre de freinage. Mais Enea Bastianini, qui dans ce monde, là je parle de tous les pilotes all-time, all-time, qui a déjà fait les freins à Marc Marquez, au Motegi.
dans le virage numéro 11. Mais là, pareil, dans toute la carrière de Marc Marquez, moto 125, moto 2, moto GP, ça se compte sur les doigts d'une main. Marquez qui est si fort sur ce style de freinage et sur ce circuit. Bastianini qui vient lui faire 2 fois, mais je compte pas vraiment la première fois qui est plus une défense en réaction, mais la deuxième fois dans le 19 degree corner en bas de la ligne droite, énorme. Le freinage de Bastianini qui vient relâcher les freins et qui vient vraiment mettre sa moto à l'intérieur sans erreur. Là cette fois-ci, il n'y a pas d'histoire de sortie de piste ou je ne sais quoi. Énorme le dépassement de Bastianini qui est juste actuellement l'un des meilleurs bastonneurs en MotoGP, je pense, avec d'autres pilotes, mais il fait partie du top 3, c'est sûr. Bon, voilà, j'ai parlé à peu près de la course sprint. En fait, il s'est pas passé grand-chose, pas tant d'action que ça. Les pilotes ont vite été un petit peu distancés. Le pneu avant chauffait aussi pas mal. C'était compliqué d'aller chercher les ouvertures. Derrière, les Ducati sont remontés petit à petit. Seul Marco Bezzecchi est hors des points, mais tout de même dans le top 10 à la porte des points justement. Et pour les pronostics, j'ai quelques modifs à faire parce que, en gros, j'avais pensé à un pronostic de base qui était Acosta, Marquez, Bagnaia. Pour moi, demain, si la piste est sèche, on peut à la fin se retrouver avec un résultat comme ça. Acosta, Marquez, Bagnaia ou Acosta, Marquez, Bastianini. Voilà. Aucun des deux leaders dans le top 3, vous allez voir. Je ne sais pas si ça va se réaliser, mais j'y crois peut-être. Acosta, Marquez, Bastianini. Et si par contre, il venait à pleuvoir, alors là, j'en ai aucune idée parce que je mets Marquez top 1, ok, mais je ne sais pas si Pedro Acosta peut vraiment se débrouiller. Je ne sais pas s'il va avoir cette capacité à s'adapter ultra vite sur la pluie. Pourquoi pas? Bagnaia, on sait qu'il peut être très fort dans ces conditions. Donc, je vous fais le truc. Marquez, Bagnaia, Binder. Voilà, s'il pleut, je mets ça, Marquez, Bagnaia, Binder. S'il fait sec, Acosta, Marquez, Bastianini pour le top 3. Voici mes pronostics. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve très bientôt pour débriefer la course principale de Motegi. Ça va être un plaisir. En tout cas, j'espère vraiment que Pedro Acosta va gagner parce que là, on était si près d'une première victoire en course sprint pour le rookie. Ça m'a brisé le cœur. J'ai le cœur brisé pour toute la journée, voire toute la semaine, s'il le faut.